Bonjour à tous, nous avons le plaisir donc de vous retrouver pour le deuxième webinaire dédié à la CSRD. Et donc aujourd'hui, après avoir vu les concepts clés de la CSRD lors d'un premier webinaire il y a quelques semaines, nous proposons aujourd'hui de rentrer dans le vif du sujet pour aborder vraiment la compréhension et la mise en place de la CSRD. Voilà, on essaiera d'être vraiment très pratico-pratique lors de ce webinaire pour vous donner un maximum de clés. Tout de suite, nos intervenants aujourd'hui. Pauline, je te laisse te présenter. Donc, Pauline Brachet, moi je suis associée en charge du pôle RSE et Impact chez Altermes. J'ai la particularité d'avoir une double compétence finance et RSE puisque j'ai exercé des fonctions d'auditrice financière chez KPMG et j'ai également occupé des fonctions de responsable finance puis responsable RSE dans une ETI du secteur industriel. Mathieu. Oui, bonjour à tous. Donc, Mathieu Henri Delière, je suis associé fondateur d'Altermes. Donc, je coordonne principalement les activités de conseil depuis la création de la société, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Concernant les sujets de durabilité, donc je suis en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes les formations pour acquérir le droit de certifier d'ici cet été les rapports de durabilité. Et puis auparavant, j'ai travaillé pour KPMG pendant 17 ans, principalement pour les secteurs des utilities, de l'énergie et de la santé. Et donc moi-même, Pierre-Louis Hier, j'interviens comme responsable du développement chez Altermes et également sur pas mal de sujets conseils avec une double expertise pour ma part financière également chez KPMG et en développement commercial également. Alors, pour petit rappel juste en introduction par rapport à Altermes, nous sommes dans un groupe de conseil en finance, durabilité et innovation technologique. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on va focus sur notre offre, sur la partie Impact RSE. Notre objectif chez Altermes sur la partie Impact RSE, il est bien évidemment d'accompagner les enjeux socio-environnementaux de nos clients, notamment en capitalisant sur notre expertise financière forte. Et donc pour ça, le point de départ, je dirais, de la partie Impact RSE, c'est bien évidemment le diagnostic RSE, sur lesquels on peut intervenir et faire le bilan des enjeux RSE. La next step, c'est ensuite d'intervenir et de mettre en place les actions avec des équipes propres, mais potentiellement avec des équipes externalisées. À ce moment-là, on peut également intervenir pour renforcer vos équipes en termes avec des profils tout simplement RSE, des consultants RSE. Puis, de par notre expertise en innovation technologique, on est également capable de mettre en place des tableaux de bord à partir de Power BI ou d'autres outils de BI. On peut également intervenir sur la mise en place du bilan carbone avec vos équipes, sur également la décarbonation, de construire avec vous la trajectoire SBTI pour avoir une vision sur la décarbonation. Ce qui nous amène aujourd'hui, là on est un peu plus concret, c'est la CSRD, donc toute la partie communication extra-financière où notre expertise financière nous permet d'être, je dirais, légitime, RSE et finance nous permet d'être légitime sur cette partie-là. Et puis pour finir, la partie formation où nous pouvons je dirais, intervenir auprès de vos collaborateurs pour les sensibiliser à l'importance de la RSE et avoir une vision gain financier aussi au niveau de la RSE. On va aujourd'hui, donc après avoir vu dans le premier webinaire les concepts clés de la CSRD, on va aujourd'hui rentrer dans le concret avec la mise en place de la CSRD. Donc nous verrons comment mettre en place la CSRD avec une application progressive. On vous proposera également une roadmap qui pourra être utilisée pour cette mise en place. On fera ensuite un focus sur la double matérialité, comment l'appliquer, et on partagera également une grille de cotation. On finira ensuite avec un cas concret d'application
pour une ETI multisite, avec une première option sans accompagnement, avec une deuxième option avec accompagnement externe. L'objectif est vraiment de vous donner des clés pour, de votre côté, voir comment mettre en place la CSRD dans les mois ou années à venir. Et puis, on finira par une séance de questions-réponses, je dirais assez classiquement. En parlant de questions-réponses, je vous propose tout de suite de commencer par une petite question que je vais vous poser en sondage. L'idée pour nous est de savoir le groupe d'entreprises dont vous faites partie. Et donc, je vous partage, où en êtes-vous de la CSRD? Excusez-moi, je vous partage les deux questions. La première question, donc, où en êtes-vous de la mise en place de la CSRD dans votre entreprise? Pas du tout prêt, entre guillemets, ce n'est pas une priorité. Voilà, je recherche activement ou je suis déjà bien avancé. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette première question. Et je vais pouvoir ensuite arrêter les votes. Ok, donc on a aujourd'hui, si je regarde les votes, nous avons à peu près 50% des personnes qui sont 40-50%, ça bouge, qui sont activement en recherche de solutions pour faciliter la mise en place de la CSRD. Donc il y a déjà eu de l'information, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, mais maintenant je dirais que c'est le moment de la mise en place. Et puis on a encore 50% des personnes qui ne sont pas encore avancées ou qui ne sont pas encore en priorité à ce niveau-là. Et si on regarde le niveau, le type d'entreprise que nous avons aujourd'hui, on a à peu près 50% de PME de comté et 50% de groupes de plus de 250 salariés. Je vous remercie pour ces questions et on passe tout de suite à la mise en place de la CSRD. Oui, donc lors de notre précédent webinaire, donc le 26 avril, sur les concepts clés de la CSRD, nous avions notamment présenté en fait, le planning d'implémentation de la CSRD qui va s'étaler entre 2025 et 2029 selon la taille de votre société et selon l'origine finalement de votre actionnariat. Et puis nous avions aussi évoqué finalement la structure du rapport attendu avec les 12 normes prévues par le législateur. Donc ce qu'il faut retenir de ce slide qui vous est présenté aujourd'hui, c'est que le législateur a quand même accordé des délais pour la mise en œuvre d'un certain nombre de normes. Et donc, notamment pour toutes les sociétés, on a un délai finalement supplémentaire d'1 an qui est accordé pour pouvoir calculer les effets financiers liés à l'application de la norme ESRS environnement et également pour la norme ESRS sociale, un délai de 1 an qui a été accordé pour l'application d'un certain nombre de thématiques dont vous trouverez la liste directement sur le slide. Concernant spécifiquement finalement les entreprises de moins de 750 salariés, des exemptions de communication de 1 à 2 années ont été accordées. Pour les thématiques, là aussi environnementales, donc de changement climatique, de biodiversité, et également sociales avec la thématique employés de la chaîne de valeur, les communautés concernées et les consommateurs et utilisations. Ce qu'il faut aussi retenir finalement, les points importants de ce slide, c'est que même s'il y a pas mal d'exemptions qui vont se mettre en œuvre, comme je l'évoquais à l'instant, il faut tout de suite vraiment se mettre en ordre de marche pour collecter notamment toutes les données auprès des différents services. Ça, c'est vraiment un sujet clé finalement de la mise en œuvre du projet. Donc, ne pas hésiter à attaquer tout de suite le sujet. On reviendra dans le slide suivant sur le timing d'implémentation. Autre point important, celui des OTI et des CAC qui devront émettre finalement une opinion avec une assurance que l'on qualifie pour l'instant de limitée, enfin en tout cas pendant les 3 premières années certifiées, donc une assurance limitée. On n'a pas encore le périmètre et la définition exacte de ce que veut dire limité, et on attend au cours de l'automne une définition plus précise de la compagnie.
Mais néanmoins, donc, cette assurance limitée perdurera donc, pendant les 3 premiers exercices certifiés, et ensuite l'assurance deviendra raisonnable donc, dans un second temps. Donc, ce qui va impliquer finalement que pour toutes les sociétés, vous avez finalement 3 ans pour intégrer des chiffrages vraiment précis sur les risques et les opportunités. Et là encore, pour pouvoir atteindre ces objectifs, il va falloir très rapidement impliquer finalement votre fonction finance pour qu'elle soit vraiment partie prenante du projet. Et puis notamment concernant la taxonomie, où là, il va falloir vérifier finalement l'alignement de la société avec les objectifs de développement durable. Voilà. Si on passe au slide suivant. Donc ici, on vous présente finalement un exemple de planning de mise en place d'un reporting CSRD pour une société qui va être soumise de publication en 2026, et donc sur les données de la clôture du 31/12/2025. Donc vraiment, le maître mot, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'anticipation des sujets. Il ne faut vraiment pas attendre pour lancer le projet, parce qu'il faut prévoir, on va dire, à peu près 18 mois entre le démarrage d'un projet et sa procédure de finalisation, la certification par une OTI ou par un commissaire en compte. Concrètement, donc pour nous, il faut diviser le projet en 7 étapes. La première va consister finalement à expliquer le projet aux différentes parties prenantes, notamment le management de la société. L'idée, c'est vraiment de s'assurer l'adhésion de toutes les parties prenantes au projet, vraiment pour une mise en œuvre conjointe par tous les départements. Ça, c'est vraiment un élément très important. Et puis, le deuxième élément important pour cette première étape, c'est d'identifier finalement quels sont les outils qui vont vous permettre de collecter toutes les données, et de documenter également les étapes permettant d'arriver finalement, in fine, à l'émission du rapport. Donc là-dessus, on a prévu aussi de faire un webinaire dans les semaines à venir pour vous dire quelles sont les solutions de marché qui existent pour pouvoir vous aider à émettre ce rapport. Quoi qu'il en soit, donc cette première étape devra être, selon nous, initiée sur le 3e trimestre et le 4e trimestre 2024. La deuxième étape, elle, est clé concernant finalement l'analyse de la double matérialité, avec notamment la notion d'IRO et la sélection des IRO. Donc, je ne reviens pas sur le sujet parce que ça a été présenté lors de notre précédent webinaire, et donc je vous invite à le revoir si vous le souhaitez. Donc, ces IRO devront absolument être validés par le management, parce qu'ils vont conduire finalement à définir le périmètre des enjeux qui vont être présentés dans le rapport de la CSRD. Et donc, ce que l'on vous propose, c'est aussi de valider finalement votre démarche et ces travaux sur l'analyse de la double matérialité avec votre OTI ou votre CAC qui va certifier le rapport in fine. Une fois ce réalisé, l'idée là aussi, c'est de présenter toutes ces IRO aux parties prenantes pour commencer finalement la collecte des informations. D'abord des informations, une collecte qu'on qualifiera plutôt de qualitative, et puis après progressivement, au fur et à mesure que vous serez à l'aise avec les informations qui pourront être collectées, plutôt des données quantitatives qui vont permettre donc de documenter les IRO. Ensuite, lorsque vous préparerez finalement votre rapport de durabilité, assurez-vous aussi de bien inclure des informations sur la manière dont vos activités vont s'aligner sur la taxonomie européenne. Il ne faut pas oublier d'avoir ce sujet quand même à l'esprit qui est très important, et bien décrire comment vos projets ou vos produits-services contribuent à ces objectifs environnementaux qui sont bien spécifiques. Et donc, à l'issue de ces travaux, là encore, toujours une présentation au management est importante, c'est récurrent, mais il faut absolument inclure le management de la société pour assurer finalement son adhésion au projet et sa bonne compréhension des enjeux. Et puis ensuite, on a donc les 5e et 6e étapes qui vont consister à alimenter le rapport CSRD au fur et à mesure finalement de la communication des différents éléments par les parties prenantes.
Et n'oubliez pas d'avoir à l'esprit de documenter finalement vos travaux avec une piste d'audit qui permettra en fait de facilement expliquer vos travaux à l'OTI ou bien au commissaire aux comptes, afin qu'il puisse facilement l'auditer et donc facilement, rapidement émettre son rapport sur les données. Vous vous demanderez de certifier. Je te laisse passer au slide suivant si tu veux. Non, c'est le slide d'après. Yes. Donc, donc, on va rentrer en fait dans l'analyse de double matérialité. Donc, avant d'entrer dans l'évaluation des aéros, donc impact, risque et opportunité, on va faire un rappel rapide sur ce qu'est l'analyse de double matérialité. Si ce point-là, il mérite davantage d'explications, comme le disait Mathieu, je vous invite à regarder le replay de notre premier webinaire. Lors du dernier webinaire, je vous avais indiqué que l'analyse de double matérialité, c'est la pierre angulaire de la CSRD et c'est même le point essentiel de démarrage pour s'assurer de produire un rapport de durabilité qui soit conforme aux attendus. En effet, l'analyse de double matérialité, elle permet d'identifier les enjeux clés de durabilité pour l'entreprise et pour son environnement au sens large. Et c'est à partir de cette analyse que l'entreprise déterminera quelles normes lui sont applicables. Donc, on va voir sur cette slide un petit rappel des points clés sur les aéros, donc impact, risque et opportunité. Je vais le répéter de manière à ce que ce soit complètement intégré. Et sur l'analyse de double matérialité, à savoir donc envisager l'analyse sous le prisme de l'analyse de matérialité financière. On parlera de risque et d'opportunité et l'analyse sous le prisme de l'impact. Donc, concernant l'analyse de matérialité sous le prisme financier, on parle de matérialité financière. Ici, les questions à se poser vont être quels sont mes risques, quelles sont mes opportunités. Ces questions, il faudra se les poser pour l'ensemble des enjeux qui sont identifiés. On va prendre un cas concret avec l'analyse de l'enjeu du réchauffement climatique pour une entreprise de traitement de déchets. Les risques financiers pour mon entreprise, ils pourraient être les suivants. Potentiellement, baisse de chiffre d'affaires liée à la fin de certaines filières suite à des prises de décision gouvernementales pour utiliser par exemple des matériaux plus nobles. Mais je pourrais également considérer que je n'ai pas de risque financier compte tenu justement du secteur dans lequel j'évolue et je pourrais ainsi axer davantage sur les opportunités financières induites par le réchauffement climatique. Je pense notamment ici au développement de nouvelles activités et donc au gain de chiffre d'affaires potentiellement ou de rentabilité en lien avec le développement de nouveaux marchés. Par exemple, recyclage des batteries de voitures électriques ou de vélos électriques. Ce que vous devez retenir, c'est vraiment le lien entre la matérialité financière, c'est vraiment se poser la question des risques et des opportunités pour mon entreprise. Concernant le prisme maintenant de la matérialité d'impact, ici, on va chercher à évaluer, à identifier quels sont les impacts de l'entreprise sur son environnement au sens large. On parlera d'impact positif et ou négatif. On va reprendre notre exemple toujours d'entreprise de traitement des déchets. Si l'on reprend l'enjeu du réchauffement climatique, on va venir se poser la question de l'impact de l'entreprise concernant le réchauffement climatique. Un des impacts positifs pourrait être l'atténuation des émissions de CO2 liées au recyclage de certains matériaux, par exemple, et à l'inverse, un impact négatif pourrait être l'utilisation d'énergie fossile pour permettre la refonte de certains matériaux et donc la génération d'émissions carbone. Bon, j'insiste, mais il est important de non seulement prendre en compte les impacts négatifs, mais également les impacts positifs. En synthèse, pour chacun des enjeux qui sont édictés par ESRS 1, et on va le voir après, on vient définir si c'est un enjeu matériel pour l'entreprise du point de vue financier ou d'un point de vue de l'impact sur son environnement. Dans la slide ci-après, Pierre-Louis, si tu peux passer, on a souhaité vous montrer un exemple synthétique de ce que nous venons d'évoquer, mais pour un enjeu social. Donc ici, la norme concernée, c'est la norme S1, donc celle des effectifs de l'entreprise, avec en sous-thème l'enjeu des conditions de travail et en sous-thème la santé et la sécurité. On peut voir sur les aéros, donc impact, risque, opportunité, qui sont identifiés pour cet enjeu-là, les suivants. En impact négatif, donc matérialité d'impact, cela pourrait être l'exposition à des substances CMR pour les collaborateurs. À l'inverse, un des impacts positifs identifiés pourrait être une amélioration de la QVCT.
Et d'un point de vue financier, l'un des risques identifiés pourrait être la rupture des opérations ou des grèves, et à l'inverse, une meilleure attractivité des talents. Bien entendu, ça c'est un exemple, et l'identification des impacts, risques et opportunités, il est propre à chaque secteur et même à chaque entreprise. Dans la slide suivante, voilà, donc là vous voyez l'ensemble des thèmes que doit couvrir l'analyse de double matérialité. La couverture de ces thèmes ou de ces sous-thèmes, elle est obligatoire. Mais peut-être qu'en plus de ça, vous trouverez d'autres enjeux propres à votre secteur ou propres à votre entreprise qui ne sont pas présents ici, qu'il conviendra de rajouter. Même si je vous l'accorde, la liste, elle est quand même déjà relativement exhaustive. Bon, pour information, la liste là qu'on vous a présentée, elle s'arrête au sous-thème et n'indique pas les sous-thèmes. Mais sachez que pour le SRS S1, il y a davantage de sous-thèmes. Donc voilà, ils ne sont pas représentés sur cette slide. Je ne vais pas redescendre là l'ensemble des thèmes ou des sous-thèmes qui sont exposés ici, mais cette slide, elle est importante et je vous conseille de la conserver, ou faire une capture écran afin d'avoir une vue sur l'ensemble des enjeux qui doivent être analysés. Cela peut également, en fait, déjà vous donner une idée des potentiels enjeux ou normes qui seront significatifs pour votre entreprise en fonction de votre ou de vos activités. En complément, et ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'était important pour nous de vous faire ce rappel, il ne faudra pas oublier de documenter le process utilisé pour réaliser l'analyse de double matérialité. Je pense notamment aux questions suivantes qui sont clés. Comment a été réalisée l'analyse ? Quelles sont les personnes qui ont été interrogées ? Je ne parle pas de nom, mais plutôt des fonctions en fait, de l'entreprise ou hors de l'entreprise si vous faites appel à vos parties prenantes. Quelles ressources ont été utilisées ? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des scénarios de référence ? Est-ce que vous avez cherché des études propres à votre secteur ou à vos secteurs ? Et les seuils retenus pour établir les cotations. Ce formalisme, je vous l'accorde, il peut paraître lourd, mais il permettra de faciliter l'audit de ces données et d'éviter de se questionner sur la méthode utilisée chaque année. Et par ailleurs, pour rebondir sur la roadmap qui était présentée par Mathieu tout à l'heure, cela aura du sens, une fois vos enjeux matériels identifiés, de provoquer une réunion ou un point avec votre OTI, vos CAC, votre CAC, en fonction de votre situation, pour leur faire valider votre approche, et ce, au plus tôt, pour éviter toute mauvaise surprise par la suite. Quand je parle de mauvaise surprise, j'induis le fait que si vous partez sur certains enjeux qui ne seraient pas matériels, vous allez chercher en fait toutes vos données et potentiellement votre OTI, votre CAC déterminera qu'il y avait des enjeux matériels à prendre en compte, ce qui implique du coup d'aller chercher de nouvelles données. Donc pour limiter ce risque-là, on vous conseille de faire valider votre analyse au plus tôt par votre OTI ou vos CAC. Donc, on a revu ce qu'était concrètement la matrice de double matérialité, comment les enjeux devaient être identifiés et quelles questions devait se poser une entreprise. Maintenant, on va rentrer encore davantage dans le cœur du sujet avec la proposition d'une grille de cotation pour les matérialités d'impact et les matérialités financières. Donc, après avoir défini ces impacts, risques et opportunités, on effectue l'évaluation de ces aéros. D'un point de vue de l'impact, on va venir évaluer le combo des 3 points suivants. L'étendue et la gravité de l'impact, le caractère irrémédiable de l'impact et la probabilité si le cas n'est pas déjà avéré. On vous propose dans la slide suivante un exemple, si tu peux passer, Pierre. Ouais, merci. Un exemple de grille de cotation. Cette grille, elle peut être adaptée à chaque entreprise et ce qui compte, c'est que vous puissiez la documenter dans le cadre de votre processus de réalisation de double matérialité. On va reprendre donc notre exemple d'entreprise de traitement de déchets et de notre enjeu du changement climatique. On est ici sur la notion d'impact. Donc, toujours pareil, la question à se poser, c'est quel est l'impact de mon entreprise sur mon environnement dans le cas du changement climatique. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est de documenter et de justifier notre position. Bon, par essence, une entreprise de traitement de déchets, elle contribue à diminuer les émissions de CO2 puisqu'elle permet la réutilisation de matériaux initialement prévus pour être enfouis ou incinérés. Je vais donc dans un premier temps considérer que mon entreprise elle a un impact positif sur le changement climatique. Par exemple, comme je vous l'indiquais précédemment, développement du recyclage des métaux ou des batteries électriques et réutilisation des matériaux, évitant d'aller
sourcer, extraire de nouveaux matériaux et notamment des terres rares. Je vais considérer que ma probabilité pour que ce scénario arrive est très élevée et que l'étendue, l'impact est également très élevé. Pas de gravité ou d'irrémédiabilité à côté pour les impacts positifs. L'enjeu, il sera ainsi considéré matériel d'un point de vue de l'impact. D'un point de vue pratico-pratique, on va dire, vous pouvez très bien reprendre cette matrice de cotation et y adjoindre en fait les points de 1 à 4, 4 étant critique et 1 étant faible. Comme nous le verrons par la suite, nous pouvons considérer que toute cotation au-dessus de 3 est considérée comme matérielle. On verra par la suite un exemple de matrice de double matérialité pour rendre plus visuel ce que je suis en train d'expliquer. On va voir à présent un exemple de cotation pour la matérialité financière. Ce qui va nous guider ici, c'est l'ampleur, la gravité de la conséquence financière et sa probabilité. Tu peux passer, Pierre-Louis, pardon. Donc, là aussi, on vous propose de nouveau une grille de cotation pour la matérialité financière. Encore une fois, cette grille, elle est adaptée en fonction de vos propres résultats, on va dire, de vos propres sujets financiers. Ce qui compte, c'est que ce soit cohérent avec la taille et la dimension de votre entreprise. Nous allons donc évaluer le risque et l'opportunité d'après plusieurs items. L'item financier, et c'est le principal, le business model, l'aspect réglementaire, l'aspect de réputation, l'attente des parties prenantes, et il conviendra d'ajouter la notion de probabilité qui ne ressort pas forcément sur cette grille de cotation. Comme pour la matrice d'impact, chaque colonne, donc critique, élevé, modéré ou faible, peut être représentée par des cotations allant de 1 à 4. Et c'est l'ensemble de la notation de ces items qui permettra de déterminer la matérialité de l'enjeu. Pour rendre ça un petit peu plus concret, on va toujours reprendre notre exemple de notre entreprise de traitement de déchets sur l'enjeu du changement climatique. Donc, les questions à se poser, elles vont être: est-ce que le changement climatique, il peut impacter mon chiffre d'affaires ou mon EBITDA et dans quel ordre de grandeur? Comme on l'a vu précédemment, on peut considérer que cela va générer des opportunités de business importantes et donc, moi, je le coterai comme critique et donc avec une cotation de 4. Deuxième question, donc deuxième item, est-ce que le changement climatique peut impacter mon business model? Bon, si on considère que certaines filières peuvent être supprimées ou à l'inverse ajoutées, clairement, ça peut impacter de manière importante mon business model. Encore une fois, ce qui comptera ici, c'est vraiment de documenter vos hypothèses via des analyses ou des études sur le sujet. Là, ici aussi, je le code comme critique et donc j'y mets un 4. Est-ce qu'il y a des enjeux réglementaires? J'aurais tendance à répondre que c'est modéré, donc une cotation de 2. Est-ce qu'il y a un enjeu de réputation, donc positif ou négatif, pour mon entreprise? Oui, clairement, les entreprises de traitement de déchets ont une carte importante à jouer, donc je considère que là aussi, la cotation est critique. Et enfin, l'attente des parties prenantes sur ce sujet, j'ai considéré qu'elle était élevée. La somme de cette cotation, elle nous donne 3,25. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, au-dessus de 3, on considère que l'enjeu est matériel d'un point de vue ici financier. Cet exercice-là que je viens d'effectuer, attends un tout petit peu. Cet exercice-là que je viens d'effectuer en fait pour l'enjeu du changement climatique, il sera effectué pour l'ensemble des enjeux qui sont édictés par le SRS 1, donc la slide qu'on voyait précédemment, plus les autres enjeux qui sont propres à votre secteur ou votre entreprise. Vous n'avez pas l'obligation de réutiliser les critères qu'on a présentés ici. À un minima, il conviendra d'utiliser le critère du financier et la probabilité et la notion de probabilité. J'en profite également pour vous indiquer que concernant le SRS E1, donc la norme sur le changement climatique, si l'on décide que ces enjeux ne sont pas matériels, c'est la seule norme qui vous impose d'en détailler le pourquoi dans votre rapport. Pour les autres normes, si vous considérez qu'elles ne sont pas matérielles, il n'y a pas besoin de justifier sa position dans le rapport. Par contre, j'insiste, il conviendra de conserver la justification de vos hypothèses pour vos CAC ou votre OTI, de manière à avoir les éléments de réponse lorsqu'ils feront l'audit de votre rapport. On peut passer maintenant à la slide suivante. Donc,
On voit maintenant un exemple d'analyse de double matérialité illustré de manière à rendre plus concret un petit peu tout ce qu'on a dit. Cet exemple, il est issu du document d'enregistrement universel d'Orange de 2023. C'est à l'intérieur en fait de ce document que chaque entreprise cotée vient y mettre ses états financiers et sa DPEF, donc déclaration de performance extra-financière. Orange, bon, c'est un groupe coté, vous le savez, ils sont soumis à la CSRD dès l'exercice 2024. Mais afin d'anticiper les impacts de la CSRD, ils ont, dès l'exercice 2023, réalisé leur analyse de double matérialité qui est illustrée ici. Dans l'encadré en pointillé rouge, vous voyez l'ensemble des ESRS qu'ils ont déterminés comme matériel. Ce qui est intéressant en fait dans cette matrice, c'est que nous voyons clairement l'échelle de cotation. Donc vous voyez en dessous, sur les échelles de 1 à 4, et de même, les ESRS sont identifiés de manière lisible. Il est évident qu'il faudra ensuite, dans votre rapport, décrire ces fameux aéros, donc impact, risque et opportunité. Autre point d'attention, ce sont les enjeux des ESRS qui ressortent, mais le wording est différent des enjeux de l'ESRS 1 qu'on a pu voir tout à l'heure. Il serait intéressant de voir ce qui a été retenu et comment ça a été explicité dans le rapport. On trouvait pertinent de vous partager cette double matrice car elle rend plus visuelle l'analyse de double matérialité dont tout le monde parle et qui peut parfois paraître un petit peu théorique. Cette matrice, elle est accessible de manière publique sur le site internet d'Orange. Si vous tapez directement dans Google « Document d'enregistrement universel Orange 2023 », vous y aurez accès. Et ce qui m'amène au point suivant, l'ensemble des groupes cotés publie une DPEF, donc une déclaration de performance extra-financière. Il peut être intéressant, en fonction de votre secteur, de regarder les rapports de vos pairs. Potentiellement, si vous êtes une PME ou une ETI, en tout cas, ce sera des plus grands groupes, afin de voir s'ils ont déjà commencé à poser des jalons sur la CSRD et l'analyse de double matérialité, et du coup, potentiellement, à vous inspirer aussi déjà de ce qu'ils ont réalisé. Donc, après avoir vu la roadmap conseillée pour se mettre en marche pour la CSRD, avoir fait un focus sur l'analyse de double matérialité, on va voir si après une estimation du temps passé concernant la mise en place du reporting de durabilité lorsqu'il est réalisé uniquement en interne versus lorsque vous disposez d'un accompagnement. L'objectif pour nous ici, c'était de vous donner des ordres de grandeur en termes de temps ou de budget pour avancer sur ce sujet. Donc, premier cas, on part sur aucun accompagnement. On est sur le cas d'une ETI en multisite qui doit donc collecter les données et mettre en place un process de consolidation des données attendues. On a indiqué ici l'ensemble des services qui, à notre sens, méritaient d'être sollicités. Établir cette liste, ça repose sur notre expérience et notamment sur le fait que j'ai exercé des fonctions de responsable RSE, donc d'un point de vue opérationnel, j'ai l'habitude de ce type d'exercice. Concernant les différents services à embarquer, clairement, la direction, elle est essentielle, ça doit être le sponsor de la démarche, afin que cela puisse aboutir à un rapport qui soit conforme à ce qui est attendu, mais également, si vous n'avez pas démarré ou si vous êtes aux prémices, à permettre une démarche RSE aboutie. La direction, elle sera également sollicitée dans le cadre de l'analyse de double matérialité pour des entretiens et surtout via la validation des enjeux matériels sélectionnés. Autre service important, donc c'est le service RSE, s'il existe dans votre entreprise, et sinon, ça peut être un mix entre direction financière et direction HSE ou QSE, fonction de vos organisations. D'une manière générale, s'il existe un service RSE, ce qu'on conseille, c'est que ce sujet il soit leadé par le ou la responsable RSE, et à défaut d'existence d'un service RSE, c'est plutôt la finance qui pourra être leader sur le sujet, car elle a l'expérience de collecter des données et de consolider des données dans un délai imparti. Pour revenir au timing qui est indiqué, un temps long, clairement, sera nécessaire sans accompagnement pour comprendre les enjeux et les attentes du reporting CSRD. La directive CSRD traduite en français, elle fait environ 280 pages. Alors oui, il y a des guides qui existent sur la CSRD, donc des guides de l'EFRAG et de l'ANC notamment, mais ils nécessitent d'appréhender le vocabulaire et de décortiquer certaines notions. En fonction de l'organisation de vos entreprises, le service juridique peut souhaiter s'impliquer dans cette directive afin d'en appréhender également les enjeux et les risques. Et enfin, côté finance, il y a également du temps à dédier pour comprendre ce qui est exactement attendu.
À noter que la pierre angulaire de la directive CSRD, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'analyse de double matérialité, d'où un temps long sur ce point-là, car cela demande de réaliser plusieurs entretiens, de documenter ses positions, de formaliser l'ensemble des entretiens et informations récoltées. Et enfin, le dernier temps long pour ce service, ce sera la rédaction du rapport et s'assurer de la conformité de ce rapport par rapport à ce qui est attendu. Un autre des services fortement sollicités, c'est le service financier qui sera principalement donc sollicité sur l'analyse de double matérialité et notamment sur la vision de la direction finance sur les risques et opportunités financières des différents enjeux. À noter également l'importance d'intégrer la finance concernant la taxonomie, comme le disait Mathieu tout à l'heure, qui implique de vérifier l'éligibilité et l'alignement des activités sur la taxonomie, mais également de communiquer sur certains indicateurs, notamment la part de chiffre d'affaires alignée, la part d'OPEX alignée et la part de CAPEX alignée. Autre service, donc le service HSE ou QSE, qui pourra être impliqué en fonction de l'activité de votre entreprise pour interagir sur l'analyse de double matérialité et notamment sur les impacts de l'entreprise sur la partie plutôt environnementale, la pollution, les rejets, le carbone si ce n'est pas géré par le service RSE, la biodiversité, etc., etc. Ce service, il interviendra également en fonction des enjeux matériels qui auront été validés pour la collecte des données. Je pense notamment à la politique environnementale. Cela ne vous aura pas échappé non plus. Ce rapport, il ne parle pas que d'environnement, il parle également d'aspects sociaux. Il est donc important d'intégrer les RH dans l'analyse de double matérialité pour avoir leur vision des impacts potentiels des différents enjeux sociaux. Par exemple, comme on l'a vu précédemment, les conditions de travail. De même, ce service il sera fortement sollicité pour la collecte de la donnée. Et pour rappel, il ne s'agit pas que de données quantitatives, mais il y a également de nombreuses données qualitatives. Le service, autre service, si vous en avez un dans votre entreprise, c'est le service communication qui, si vous décidez de faire ce sujet, de mener ce sujet seul, il pourrait être sollicité pour la partie mise en forme du rapport, notamment le graphe, les designs de la matrice de double matérialité, etc. Et enfin, donc je l'avais évoqué précédemment, le service juridique pourra être sollicité pour la compréhension de la CSRD, mais également pour la partie rédactionnelle, puisque c'est souvent ce service qui est en charge de la rédaction des rapports de gestion dans l'entreprise. Donc au global, le temps qu'on a estimé pour une ETI multisite, il est d'environ 108 jours hommes. On le voit clairement, c'est beaucoup, et ce sujet, il doit être mené comme un vrai projet. Nous souhaitons donc vous donner une estimation, même si bien entendu, elle devra être adaptée en fonction notamment de l'organisation de votre entreprise. On va maintenant voir le cas d'un accompagnement, toujours le même cas, donc entreprise ETI multisite, mais avec de l'accompagnement externe et du coup également à avoir en tête en cas si vous avez recours à un cabinet externe. Bon, forcément, le temps sollicité en interne, il est plus faible, et heureusement, puisque toute la partie prise de connaissance de la CSRD, elle est fortement réduite. De même, la partie analyse de double matérialité, elle prendra moins de temps, si ce n'est lors de la réalisation des entretiens, puisque toute la partie benchmark, prise d'information, documentation du procédé, mise en forme, sera réalisée par le cabinet. Et enfin, l'établissement du rapport est également moins consommatrice de temps puisque la mise en forme et l'assurance de la conformité du rapport est gérée par le cabinet. Finalement, l'entreprise, elle peut se concentrer davantage sur la collecte de données et la stratégie pour s'améliorer sur les enjeux identifiés. Parce que bien sûr qu'il y a un sujet de conformité, mais au-delà de la conformité, l'objectif, c'est de se mettre aussi en ordre de marche pour essayer de faire de tout ce sujet éventuellement un avantage concurrentiel. En termes de coûts, nous vous avons indiqué une fourchette de prix qui dépendra surtout de la complexité de l'entreprise. On ne traitera évidemment pas de la même manière une entreprise qui est en mono-activité avec des sites implantés uniquement en France versus une entreprise avec plusieurs activités qui a des sites à l'étranger. L'objectif pour nous, c'était vraiment de pouvoir vous donner une fourchette de prix afin de l'anticiper dans vos budgets et également une estimation du temps pour que vous puissiez aussi l'anticiper. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ce point-là, je vous invite à nous contacter. Et pour ma part, on sera bon sur ces sujets, donc on va pouvoir passer à la partie questions. J'ai
J'ai répondu à une des questions, mais concernant en fait les IRO, est-ce qu'il est possible donc, de visualiser un tableau typique des IRO? Donc ça, c'est ce que tu as présenté, Pauline. Mais ensuite, la personne, Bernard, nous dit c'est bien, mais ça reste malgré tout très complexe comme mode de présentation. Est-ce que toi, de ton expérience, tu as vu, et dans les communications qui ont déjà été faites sur le sujet, des tableaux d'Hiro présentés d'une manière plus simplifiée que celle faite par Orange, comme on présentait dessus? Alors, l'avantage de la matrice d'Orange, c'est qu'elle était quand même très visuelle. Après, vous pouvez également le faire sous forme Excel, on va dire, où vous prenez l'ensemble de vos enjeux matériels déterminés et vous venez indiquer ce qui est considéré comme matériel ou pas. Vous avez l'exemple de Hydro, Norsk Hydro, je vais le mettre peut-être dans le chat, qui est plutôt bien fait, mais qui là aussi est très complexe. J'entends la complexité. Moi, je trouvais que la matrice de Orange était quand même assez visuelle. Pour l'instant, en fait, on est clairement, donc vous voyez, aux prémices, et c'est tous les grands groupes qui n'ont pas encore en fait réalisé leur matrice de double matérialité. Donc là, moi, quand j'ai regardé, j'ai essayé de vous donner les exemples les plus visuels et l'exemple le plus simple sur ce sujet-là. Je vais vous mettre dans le chat le nom de l'entreprise à laquelle je pense. Tu fais référence. Ok. Ouais. Vas-y, Pierre. Non. Peut-être également un peu sur des questions que peuvent se poser nos participants sur. Donc c'est un sujet qui va être pris en compte, qui est déjà pris par les CAC, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est à nous en tant qu'entreprise de solliciter nos CAC sur ces sujets-là, ou c'est à eux de revenir vers nous? Comment est-ce que vous pouvez peut-être Mathieu, Pauline, nous en dire davantage sur ces thématiques? Oui, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, l'idée, effectivement, c'est déjà de voir si votre CAC a un visa de durabilité. Ça, c'est le premier sujet important pour savoir s'il est en capacité de pouvoir certifier en fait vos données. Et puis le deuxième point, c'est, je pense qu'il faut rapidement venir vers les CAC, mais au moment où vous aurez défini finalement la double matérialité, vos IRO, pour commencer à les mettre tout de suite dans la boucle de ces enjeux et qu'ils vous challenge si nécessaire et que vous partiez sur des bonnes bases de collecte de données. Donc, un visa de durabilité à vérifier et deux, attendre peut-être l'analyse de double matérialité terminée pour commencer à aller voir les CAC. Voilà ce que je dirais. Ok. Merci Mathieu. On a une autre question. En cas de GIE et de plusieurs entreprises au sein d'un groupe, quelle est la solution? Peut-être Pauline sur cette question-là. Alors, il faut que je sois sûre de bien comprendre, mais du coup, est-ce qu'il y a une consolidation de ces données-là ou pas? S'il n'y a pas de consolidation, parce qu'on est vraiment sur des groupes d'entreprises dédiés et que toutes ces entreprises dépassent les seuils, alors ce qui serait intéressant, c'est peut-être de réaliser cette analyse de double matérialité, en fait, d'une manière un petit peu globale, on va dire, et après de l'adapter pour chacune des entreprises. Je pense que ça aura clairement du sens de mener l'analyse de double matérialité au niveau du GIE si c'est la même typologie d'activité, les mêmes secteurs concernés. C'est ça qui va être important. Si vous n'êtes pas du tout sur les mêmes activités, bon, vous risquez de perdre un petit peu de temps, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer de Mutualiser. Ouais, de mutualiser, merci, de mutualiser ce sujet-là afin de vous éviter de multiplier les ressources internes ou les coûts externes si vous avez recours à un cabinet. Et ça fait peut-être le lien avec une autre question qu'on peut se poser là-dessus. Si on est filiale d'un groupe étranger américain, par exemple, est-ce qu'on a les mêmes obligations? Comment ça se passe? Alors là, dans le cadre d'un groupe étranger, finalement, on est dans un groupe hors Union européenne. Là, vous êtes concerné par la CSRD pour les données de l'exercice 2028, donc une publication en 2029 de ces informations. Et donc, vous ne serez concerné qu'à la condition que le chiffre d'affaires réalisé au sein de l'Union européenne
sera supérieur à 150 millions d'euros. Donc ça, c'est pour la tête de groupe, mais pour une filiale, du coup, qui serait filiale d'un groupe américain et qui, en France, dépasserait donc les seuils, donc les 50 millions et les 25 millions de bilan, vous êtes concerné au niveau de la filiale, dans un premier temps, dès l'exercice 2025. Merci beaucoup pour ces précisions. On arrive au bout du temps imparti pour ce webinaire. Donc partie 2. On fera, on ne l'a pas encore mis en ligne, mais on fera une 3e partie dédiée aux outils pour vous aider dans la mise en place de la CSRD, dans la rédaction du rapport. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez consulter donc notre site, notre page Impact RSE, ou directement prendre contact avec nous, vous avez normalement les liens juste en dessous. Donc n'hésitez pas. Vous retrouverez de toute façon ce webinaire comme le premier webinaire sur notre page Webikeo. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter et à reconsulter ces webinaires si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, je vous remercie à tous de votre présence et nous vous souhaitons en tout cas une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.